Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Bi-Harmoniste, expert du développement harmonieux des entreprises depuis 2012. Cette semaine, je reçois Christophe de Bec-de-Lièvre, qui est le fondateur et le CEO de la plateforme lehibou.com. Le Hibou regroupe aujourd'hui 44 000 freelance IT et ne s'arrête pas de grandir. On discute avec Christophe de pourquoi on entreprend, de leadership, de croissance et bien sûr de culture entreprise. Bref, c'est un MBA concentré en un épisode. Bonne écoute à tous. Salut Christophe. Salut Vincent. Comment est-ce que tu vas ? Eh ben je vais très bien. Bah écoute, merci beaucoup de me recevoir donc chez Le Hibou. Je t'en prie, c'est un plaisir. On a failli se louper là-dessus. Ouais. Mais écoute, c'est très sympa. Écoute, on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Oui, bien sûr. Alors, du coup, je m'appelle Christophe de Bec-de-Lièvre, j'ai 47 ans, j'ai 3 enfants, et dont je m'occupe beaucoup, et je suis donc le fondateur de la plateforme lehibou.com. Ok, super. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter ce que c'est que le hibou ? Et d'ailleurs, avant ça, c'est qui le hibou ? Alors, le hibou, c'est par définition l'animal indépendant. Ça symbolise l'animal indépendant, et comme le hibou, c'est une plateforme de consultants indépendants, ça se prêtait bien à devenir un peu le réceptacle de tous les consultants freelance. Ok. Mais la deuxième idée qui est derrière, bien sûr, c'était d'avoir un nom un peu décalé par rapport aux noms qu'on a l'habitude de trouver dans le monde de l'IT, qui sont pas toujours très glamour. C'est ce que j'allais te dire, t'as pas cédé au nom un peu start-upisable, où tu vas sur des générateurs de noms qui te sortent 30 000 idées de start-up, de noms de start-up qui ressemblent à tous les noms de start-up. Ben non, parce que justement, je voulais un nom facile à retenir. Ça, c'était le cahier des charges, et du coup, ça a pas été une mince affaire de racheter les noms de domaine plus propriété auprès de l'INPI, propriété de la marque. Et je voulais un nom qui soit justement décalé, où vraiment on montrait qu'on faisait un petit pas de côté par rapport à toutes les plateformes qui commencent par le mot freelance. On finit par toutes les mélanger. Bien sûr, effectivement. Et du coup, ça fait 6 ans à peu près, c'est ça que t'as créé le hibou. C'est ta 4e boîte. Exactement. Avant, t'as monté des cabinets de conseil, t'as monté une agence de market aussi, si je me trompe pas. Oui, alors j'ai monté des sociétés de conseil qui étaient spécialisées en ce qu'on appelait en BI à l'époque, en business intelligence, ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant plutôt la data. Okay. Donc j'ai travaillé pendant 15 ans dans ces métiers-là avec différentes structures, et puis j'avais également monté une plateforme d'emploi. Okay. Et c'est comme ça en fait que j'ai eu envie de mixer le monde du conseil et des plateformes. Ok. Alors du coup, en fait, la question qui m'est venue quand j'ai vu ton parcours, c'est pourquoi on monte 4 boîtes ? Pourquoi on s'arrête pas à une ? Qu'est-ce qui te pousse à continuer ? Parce que t'as monté des boîtes qui marchaient bien en plus. T'aurais pu être bien, gagner ta vie très très bien. Je sais pas, tu reprends un risque quand même. Ouais, c'est vrai. Alors ça, je pense que y a 2 raisons à cela, si je suis tout à fait honnête. La première, c'est peut-être un tempérament un peu fougueux, où t'es jeune, tu montes une boîte, ça marche bien. La première qu'on a revendue avec mon associé était pour l'âge qu'on avait à l'époque, on avait à peine plus de 30 ans, on avait 120 salariés. On trouvait ça fun aussi de boucler l'histoire en vendant l'entreprise, parce que c'est une aventure en soi de vendre une boîte. Et après, je pense que voilà, le côté un peu fougueux, c'est aussi parfois un manque de maturité. Et du coup, j'ai une vision un peu différente aujourd'hui, maintenant que j'ai 47 ans, où je me rends compte que plus on garde une boîte longtemps, et plus on peut la développer, plus on peut s'amuser finalement en continuant de la développer de plein de manières différentes. Donc voilà, donc je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est le fait d'être dans un écosystème un peu fermé. Où tu prends pas forcément tous les conseils, tu rencontres pas forcément beaucoup de coachs, de cabinets en M&A, etc. Et puis quand tu vieillis, tu t'ouvres. Tu vois, je fais par exemple partie de l'association Croissance Plus, et j'en tire beaucoup de bénéfices. D'ailleurs, c'est par cet intermédiaire qu'on s'est rencontrés, qu'on se parle aujourd'hui. Par Patrick, du coup, qui est aussi hôte de ce podcast. Et exactement. Merci Patrick Vigneault. C'est grâce à toi qu'on se parle. Il nous écoute, donc. Mais voilà, je pense que c'est aussi avec la maturité, le fait d'avoir les œillères grandes ouvertes. Ok. Et alors, justement, c'est une question un peu brute dès le début, mais en fait, tu vois, on voit souvent des gens qui montent plusieurs boîtes, etc. Est-ce que ça devient plus facile à chaque nouvelle boîte ? Et c'est quoi les grands apprentissages que tu as tirés de ce parcours entrepreneur ? Alors, je suis pas sûr que ce soit uniquement plus facile avec l'expérience, même si évidemment on fait moins d'erreurs, etc. Mais
Je trouve qu'il y a un truc intéressant quand on est très jeune, c'est qu'on a le bénéfice de notre inexpérience. Et ça, en fait, c'est un avantage énorme, c'est-à-dire qu'on a peur de rien, parce qu'on n'a absolument pas idée de la hauteur de la montagne. Et au fur et à mesure qu'on la gravit, on se rend compte qu'elle est haute. Mais ça, c'est vraiment un avantage quand on est jeune. On a peur de rien et finalement, ça aussi, on est très désinhibé et c'est aussi un atout. Après, évidemment, avec l'expérience, on connaît quand même un certain nombre de choses qui font gagner du temps dans les entreprises suivantes qu'on va créer. Donc, c'est sûr que malgré tout, c'est un avantage. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce que j'en retire ? J'en retire globalement que je crois que l'audace paye toujours. Parfois, on prend des gamelles, mais malgré tout, on en tire une leçon. Donc, d'une certaine manière, ça a payé quand même. Donc, je crois vraiment qu'on peut dire que l'audace paye toujours. Je dirais aussi la persévérance, parce qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est quand même l'école de la persévérance. On prend des pelles et on y retourne et on y retourne. Donc, et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on pourrait te dire, oui, c'est facile de dire l'audace ça paye, etc. quand entre guillemets tu peux te le permettre, tu vois. Parce que, enfin, sur ta première boîte, etc. Tout ça, enfin, tu sais pas, tu sais que ça va être galère, etc. Et c'est intéressant de voir que tu associes la persévérance. Parce qu'en gros, tu as beaucoup de gens qui peuvent se dire, ok, je vais me lancer. Tu prends une pelle, comme tu dis, et derrière tu t'arrêtes, quoi. C'est jamais grave de se prendre une pelle, justement. Si, il faut pas croire que la pelle en question, elle fait pas mal. La pelle, elle fait très mal, elle fait toujours mal. Mais on en tire quelque chose, on en tire certainement plus de force. On en tire déjà un premier enseignement, c'est le fait de savoir qu'on se relève finalement justement de toutes les sorties de route. Ça c'est très vrai. Et ça, du coup, ça te donne de la force parce que tu sais que finalement t'as pas à être trop angoissé d'avoir des difficultés, puisqu'en fait ça fait partie de la route d'un entrepreneur. Donc je pense que il y a toujours une utilité finalement à avoir des difficultés. Après, le moins on en a, le mieux on se porte. Hein. Ouais, on gère en permanence l'insécurité quand on est entrepreneur. Donc et on a peur de l'insécurité. Simplement, on l'affronte. C'est la définition du courage en fait. C'est pas que t'as pas peur, c'est que t'y vas quand même et tu fais tout pour que ça se développe rapidement. Et comme tu dis, cet effet incrémental, c'est-à-dire ce truc qui t'angoissait comme si c'était la pire chose qui pouvait t'arriver, elle se passe. T'es toujours là, donc tu repousses en fait les trucs qui te font peur et tu repousses. Et du coup, tu gagnes en audace comme ça aussi, quoi. Exactement. Et puis plus l'entreprise se développe, plus elle avance dans le temps et plus en fait le modèle se sécurise, plus tu capitalises sur l'existant. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est vraiment intéressant quand tu passes le cap des 5 ans. En général, c'est que ça commence à sentir bon. Voilà. Et le dernier point du coup qui rejoint tout à fait la question que tu poses. En termes d'enseignement, c'est aussi l'humilité, parce que je pense que quand tu gères une entreprise, tu sais que tu peux aller très haut, mais tu peux redescendre très bas. Alors comme je disais, plus elle se développe, moins elle a de probabilité de redescendre. Mais en tout cas, l'humilité, je pense que ça reste une bonne qualité pour l'entrepreneur, quelle que soit sa réussite. Ok. Donc du coup, en fait, cette humilité, c'est une humilité que tu retrouves en fait finalement à chaque fois que tu repars pas à zéro, mais que tu remontes une nouvelle boîte. En fait, tout ce que t'avais, tous les avantages que t'avais, tout le statut que t'avais, c'est un statut c'est pas lié à ta personne, c'est lié à ta position. Et à chaque fois, tu t'acceptes de reperdre ça et de recommencer. Exactement. Je suis vraiment hyper d'accord avec ce que tu viens de dire, Vincent. C'est-à-dire que quand tu redémarres une entreprise, à moins d'avoir eu vraiment un succès phénoménal, sinon, en fait, comme tu le dis, tu perds ta position et en fait, tu te remets en cause complètement. Et c'est une vraie leçon d'humilité à chaque fois que tu redémarres. Donc c'est aussi ça qui est difficile finalement dans le côté un peu serial entrepreneur. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de panache dans le démarrage d'une entreprise. Il y a énormément de panache. Et du fun. Et il y a du fun. Et il y a aussi beaucoup de difficultés. Typiquement, par exemple, tu vois, quand tu redémarres une entreprise, c'est toujours difficile de recruter à nouveau. Parce que les gens ont peur d'arriver dans une entreprise qui démarre. Donc voilà, t'as de l'adversité, jour 1, c'est parti, rien que parce que c'est difficile de monter ton équipe. Et encore déjà, tu peux recruter jour 1, c'est pas mal. Voilà, alors l'avantage c'est qu'en général t'as un peu de fonds propres, c'est un peu plus facile que la première fois. C'est sûr, mais oui, du coup tu perds cette marque, etc. Et du coup si on revient justement sur donc le hibou, ta dernière boîte, elle te vient comment l'idée ? Bon, l'idée elle me vient très simplement en observant le marché, tu vois, en regardant ce qui se passe. Je voyais quand même un mouvement sociétal qui se dessinait sur les consultants IT, qui de plus en plus étaient réfractaires à rentrer dans des ESN ou dans des sociétés de conseil.
et de plus en plus qui étaient enclins à devenir indépendants. Parce que vraiment, c'est des métiers qui s'y prêtent bien, puisqu'ils sont tout le temps en mission à droite à gauche. Et c'est des missions longues, et voilà, c'est des missions de longues. régie. Et exactement. Alors, donc, la régie, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu fais une mission à plein temps chez le client, tu interviens dans son équipe de manière opérationnelle ou sur un projet. Exactement. Exactement. C'est ce que pratiquent majoritairement les grands comptes. Et donc, c'est des missions qui durent en moyenne 12-18 mois, enfin des missions longues. Et voilà, en fait, en observant ce mouvement, puisque j'avais eu du coup pendant assez longtemps une société avec un modèle de salarié, je me suis dit c'est assez intéressant. On assiste quand même à une transformation un peu sociétale entre guillemets, puisque il y a un glissement du CDI vers le statut de freelance. Pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Je suis pas un intégriste du freelancing, mais en tout cas sur les métiers de l'IT et du digital, clairement il y avait une tendance. Et je pense que j'ai eu un peu de chance de démarrer au bon moment, puisque il y a 6 ans, en fait, il y avait encore beaucoup de freins chez les clients sur le fait de faire travailler des freelances. Et aujourd'hui, en l'espace de 5-6 ans, il s'est passé vraiment énormément de choses, et le marché a été entièrement évangélisé par des acteurs comme nous, et c'est complètement transformé au profit de ces indépendants. Et justement, ton idée, l'idée que tu as eue au départ, il y a presque 6 ans, et ce que c'est le hibou aujourd'hui. Ouais. Tu dirais que ça a évolué depuis l'idée jusqu'à la réalité, ou au contraire t'as réussi à aller en droite ligne pendant 6 ans? Alors étonnamment non. Étonnamment, je vais avoir les chevilles qui enflent en disant t'as ça. Réussi, incroyable. Mais il y a absolument rien qui a changé sur la feuille de route du premier jour, et ça m'amuse parfois de ressortir mon pauvre document PowerPoint dans lequel j'avais écrit l'histoire qu'on est en train d'écrire aujourd'hui. Alors il y a plein de choses qui ont changé, notamment dans l'exécution. L'entreprise s'est transformée de plein de manières différentes, et on va en parler bien sûr, mais l'idée de départ elle a absolument pas changé, et cette idée c'était de se dire on va essayer de changer l'usage dans les grands comptes en leur mettant à disposition un moteur de recherche dans lequel ils vont pouvoir identifier des ressources, et en fait ce moteur de recherche il va permettre de capter tellement de données, tellement de data sur les consultants qu'en fait il va finalement devenir plus intéressant dans l'approche. Et puis la deuxième idée, c'était de se dire que nos intervenants sont des personnes morales, puisqu'ils sont indépendants, et donc on peut les noter. Tu notes les consultants? Ouais, ce qu'on peut pas faire avec un modèle de salarié. Et ça, je trouvais que c'était... ça existe. Ouais, en théorie, on n'a pas le droit de noter un individu. On peut noter sa prestation. Maintenant, ils ont arrêté. Mais, j'ai fait du conseil longtemps aussi dans le secteur informatique, dans le secteur financier. Ouais. Et en gros, pendant un temps, on avait des ratings. Après, on a arrêté, mais il y a toujours un autre moyen t'as toujours des échelles de performance, c'est ce que tu veux, quoi. Oui, mais ça peut être utilisé du coup plus sur un usage interne dans l'entreprise. Et on peut pas publier sur un portail. Ah non, bien sûr. Alors que là, si tu veux, l'idée c'est de dire à nos clients, c'est pas nous qui vous expliquons que ce consultant il est très bon, c'est votre père. C'est-à-dire votre concurrent chez qui il a passé 2 ans. Et ça, c'est une promesse qui a beaucoup de valeur et qu'on peut exécuter uniquement parce qu'on note des personnes morales. Et voilà, en fait, le hibou, c'est ça, concrètement. Et du coup, si je suis consultant et que je fais une mission avec le hibou, que la première mission se passe pas trop bien. Ouais. Je suis grillé à vie? Non, pas forcément, parce que c'est comme dans la vie active, quand t'as un CDI, tu peux avoir un contexte qui fait que tu donnes pas le meilleur de toi-même et tu peux être très bon dans une autre organisation. Bien sûr. Donc chez nous, c'est pareil. Après, c'est vrai que forcément, globalement, les bons consultants, ils passent de mission en mission, ça se passe toujours bien, et vice versa. Une fois c'est comme dans un cabinet normal, une fois que t'as un track record qui est prouvé, avoir tendance à te staffer parce qu'on te fait confiance. Exactement. Voilà. Exactement. C'est pour ça qu'on fonctionne un peu comme un club, c'est-à-dire que on essaye d'avoir un noyau dur de consultants qu'on va proposer à nos clients parce que on a la certitude qu'ils sont très bons. Ok. Et alors justement, c'est autre chose qui m'a marqué en me promenant un peu sur le site du hibou. T'affiches une ambition assez claire et super forte pour le coup, qui est de révolutionner le secteur de la prestation de services grâce au digital et au big data. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que ça veut dire, notamment par rapport à une plateforme entre guillemets classique de freelance IT, parce qu'il y en a quand même plusieurs sur le marché. Qu'est-ce que tu fais différemment? Qu'est-ce que ça change d'avoir cette ambition-là en termes d'exécution? Alors, en fait, la première chose, c'est que le hibou, on est la seule plateforme ouverte avec Malte, qui est une autre plateforme plus généraliste, qui est pas spécialisée dans l'IT comme nous,
Mais du coup, en fait, ce qui est intéressant, c'est que on gère un volume d'inscrits et de données qui est assez considérable. On vient de passer le cap des 44 000 consultants inscrits sur la plateforme Le Hibou. Effectivement. Et chaque consultant, si tu veux, arrive avec énormément de compétences, puisque l'IT, c'est quand même un joyeux jargon qui peut ressembler à celui de la médecine. Absolument. Et donc, en fait, ce volume de données, il faut arriver à en tirer la quintessence. Et donc la valeur ajoutée qu'on apporte, c'est que on va être en fait capable de bien travailler cette donnée et faire en sorte que les résultats du moteur de recherche soient le plus pertinents possible. Donc ça, c'est la première chose, c'est la proposition de valeur pour nos clients. Et puis après, la deuxième chose, c'est qu'en interne, en fait, le Hibou, en l'espace de 5 ans et demi, c'est devenu un peu quelque chose qui ressemble à un cockpit d'A380. Certainement moins complexe, mais quand même, on a digitalisé vraiment complètement la boîte, de fond en comble. Moi-même, je t'avoue qu'il y a des moments où, quand je vois tous les outils qu'on a mis en place, je me dis c'est phénoménal, tout est imbriqué, il y a des API partout, tout est archi automatisé. Et c'est ce qui fait en fait qu'aujourd'hui on se développe vite, c'est que du coup ça nous donne une rapidité d'exécution assez hors norme. Ok. Oui, on voit du coup ton passé en BI finalement qui ressurgit. Ouais. Et justement cette data, dans ce que t'en fais, t'as une capacité à faire de la prospective avec ça, genre à te dire aujourd'hui telle compétence est plus haute qu'une autre, aujourd'hui c'est tel langage qui monte, aujourd'hui on a des profils qui servent à ça. Est-ce que ça te sert du coup à piloter ton activité dans le futur aussi? Alors on y arrive, mais partiellement, parce que en fait, comme tout ce qu'on raconte dans le big data, finalement, quand on commence à zoomer la donnée, à segmenter nos bases de données, les volumes de données sont pas si importants que ça. Oui, il te faut un dataset monumental pour être capable de vraiment prévoir l'avenir, quoi. C'est exactement ça. Tu vois, par exemple, sur les 44 000 inscrits, si on prend les développeurs, il va en rester peut-être que 8 000. Ok. Parce qu'on fait plein d'autres choses. Gestion de projet, d'AMOA, des choses comme ça. C'est ça, cybersécurité, du cloud, du DevOps, de l'infra. Enfin, on fait vraiment tous les métiers de l'IT. Et du coup, si après on va zoomer sur du Python et puis sur un framework, etc., on va se retrouver avec quelques centaines de personnes. Alors, on peut en tirer quelque chose, notamment l'analyse. On a un baromètre des taux journaliers moyens, baromètre des prix. Ça nous permet de voir les tendances. Est-ce que les prix augmentent? Quand les prix augmentent, c'est qu'en général la rareté accompagne la montée des prix. Ça nous permet, et en même temps, on peut pas tirer toujours ces conclusions-là parce qu'on intervient aussi sur des technos qui sont devenus has-been, notamment dans des grandes sociétés industrielles, dans le secteur automobile, pour ne pas donner de nom, où ils ont du mainframe, des systèmes très anciens. Et là, pour le coup, c'est la rareté de la demande, voilà, qui fait que finalement le prix se remet à remonter. Ouais, bien sûr. Donc faire du prédictif, c'est assez difficile. Par contre, on peut quand même observer des tendances qui sont intéressantes et qu'on partage parfois avec la direction des achats de nos clients. Ok. Et tu vois, une autre question qui me vient sur ce modèle de plateforme indépendant, c'est la question du modèle économique. Parce qu'au final, il y a, comme tu le dis, il y a un shift sociétal qui se fait. Il y a de plus en plus de gens qui veulent devenir indépendants. Enfin, j'ai même moi-même fait ce saut, donc je vois très bien de quoi tu parles. Pour autant, en quoi c'est assez différent du modèle d'une SS2I classique? Parce que tu vois, au final, quand t'es en SS2I, je sais pas, tu vas vendre ton consultant X euros par jour, tant de jours, sur des missions qui vont durer tant de temps. Ouais. Et en fait, sur ça, il y a une infime partie finalement qui va revenir dans la poche de ton consultant, sur ce que ça rapporte à la boîte. Est-ce que tu dirais que que ton modèle économique permet de remettre de changer l'équilibre de la répartition de valeur ou pas? Non, pas réellement en fait, parce que historiquement, si tu veux, dans notre profession, il y avait une règle qui était la règle du 80-20. Moi, quand j'ai commencé à travailler, c'était comme ça, donc 80% de ce qui était facturé au client allait dans la poche du consultant. Ah bon? Ouais. Et 20% dans la poche du prestataire de service, au niveau de la marge. Enfin, pas au niveau de la marge, pardon, au niveau du chiffre d'affaires. Dans un cabinet où les gens sont salariés, t'as 80% de ce que tu es vendu qui va dans ta poche? Non, là, je parlais pour les indépendants. Ah, pour les indépendants, ok. Parce que les indépendants, en fait, si tu veux, existaient déjà avant l'arrivée des plateformes. Oui, bien sûr. Et ils étaient portés par des ESN, le nouveau nom des SS2I, ou des boîtes de conseil. Donc la règle, c'était celle-là. En revanche, effectivement, pour des salariés, la marge était plutôt de 35-40% sur le salaire du consultant, sur le salaire chargé du consultant. Ouais. Franchement, c'est pas quelque chose de secret, hein. Tout le monde connaît les marges des Capgemini, Altran et autres.
Alors en fait, ce que ça a changé, c'est que le consultant lui-même, il va percevoir une rémunération qui est bien supérieure. Bah oui, complètement. Parce que en fait, il a pas de salaire chargé en fait. Il a un salaire, il y a ce qui lui revient dans la poche et c'est tout quoi. Oui, alors s'il a une société, il va payer des charges. Après, il peut être aussi en portage salarial. Auquel cas, du coup, il y a quand même un coût en face. Mais globalement, il va beaucoup mieux gagner sa vie. Donc c'est vraiment à son avantage, et surtout ça apporte de la transparence pour le client final, parce que nous en fait on apporte de la transparence sur nos marges, sur le statut du consultant, alors qu'avant souvent les clients découvraient à la cafette au bout de 6 mois que le consultant en question il est porté sous le manteau par une ESN, mais en réalité il est freelance. Ah, d'accord, tu vois, ça, je n'étais pas au courant. Ah ouais, bien sûr, c'était vraiment monnaie courante, et donc nous on apporte beaucoup de transparence, et puis il y a aussi un autre volet qui est très important, c'est le volet juridique, où le statut du consultant indépendant peut parfois faire peur aux clients, et on apporte des garanties sur le statut juridique du consultant. Alors justement, c'est une vraie question. Effectivement, il y a beaucoup de boîtes qui ont besoin de bosser, qui ont peur de bosser avec des indépendants, pardon. Et je peux même l'entendre, tu vois, ça va te surprendre, mais chez des gens qui créent des entreprises, etc., qui vont me dire, moi, le jour où j'aurai une taille critique, bah, je passerai pas par des freelances, quoi. Je passerai par des cabinets ou des agences ou ce que tu veux. Parce que, je sais pas, il y a une peur que le freelance se fasse faux bon, etc. Du coup, en fait, toi, une partie de la valeur ajoutée que tu prends, c'est que c'est toi qui gères cette relation avec le freelance. Tu évites ce pain-là à ton client. Ouais. Et alors, du coup, bah, comment ça se passe pour toi? Comment est-ce que tu gères ce fait de travailler avec 44 000 personnes qui sont indépendantes et qui, du jour au lendemain, peuvent te dire, en fait, ciao? Alors, les choses ont beaucoup changé dans le bon sens. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est celle que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu veux, l'histoire dont je te parlais sur les notations, les avis clients, ça crée de la traçabilité. Et du coup, ça crée un nivellement vers le haut. C'est la même chose que ce qu'on a pu voir sur les TripAdvisor, Airbnb, etc. Quand tu as une note dégueulasse en tant que propriétaire, bah, la fois d'après, tu fais attention au service que tu délivres. Mais là, c'est pareil. Les consultants indépendants savent que maintenant, on est 3-4 plateformes à se partager le marché en France. Ils savent que s'ils ont des casseroles, on va les voir en fait sur les plateformes. Donc ça crée un climat de confiance et de respect des engagements qui est plus important. Donc ça, c'est la première chose. Après, nous, on a aussi des contrats avec les consultants indépendants qui nous permettent de nous affranchir du risque trop élevé du fait de travailler avec quelqu'un qui est indépendant. Donc le consultant qui a signé un contrat, s'il vient pas, il va avoir des pénalités. S'il part, il doit respecter un préavis, etc., etc. Donc on le met, on conditionne beaucoup sur tous ce commitment vis-à-vis du client final pour éviter de ternir la relation qu'on peut avoir nous avec eux. Voilà, mais du coup, si tu veux, au lieu d'avoir à gérer un plan de carrière pour un collaborateur, on se retrouve à avoir à gérer une relation contractuelle avec le consultant. Mais c'est un vrai sujet aussi qu'on prend très au sérieux chez le Hibou et sur lequel on a beaucoup travaillé pour justement éviter la défaillance. Et tu vois, je parlais de ça aux équipes hier matin. Il y a 4 ans, on avait un taux de défaillance qui était assez élevé au démarrage des missions, et on l'a divisé par 5 en 4 ans. On a quasiment plus de taux de défaillance parce que justement la relation contractuelle est beaucoup plus claire et beaucoup plus engageante pour le consultant. Alors du coup, effectivement, il y a ce volet contractuel, et un truc que je vois beaucoup revenir sur les plateformes d'indépendants, c'est aussi la notion de communauté et d'engagement. Alors là, pour le coup, vous en avez 44 000, et vous êtes 25-30 chez le Hibou. Vous êtes 25 sur le site et 30 sur LinkedIn, du coup, j'ai pas su. Bah on est en train de recruter 10 personnes, donc on sera bientôt 35-40. Ok, génial. Mais bon, enfin, t'as quand même un écart qui est juste monumental. Tu vois, en termes de multiples entre tes 35-40 personnes et tes 44 000 personnes. Ouais, absolument. Est-ce que tu mets déjà quelque chose en place pour garder tes freelances engagés? Est-ce qu'ils ont un lien particulier avec le Hibou? Ou en gros, ou à l'inverse, c'est juste un endroit où c'est une plateforme, on pose un CV et puis on t'appelle, t'as une mission, on t'en peut jamais parler du Hibou pendant 6 mois, quoi. Alors, ouais, c'est une très bonne question. Si tu veux, le premier point, c'est que on n'est pas là pour gérer la carrière des consultants, puisqu'en fait, on n'est pas leur employeur. Et ça, d'un point de vue légal, ça change aussi beaucoup de choses, parce qu'on veut surtout pas créer de lien de subordination avec le consultant. On ne peut pas donner d'ordre au consultant. Il reste indépendant. Parce que si on lui donne des ordres, nous ou le client final chez qui il intervient, on recrée un lien de subordination. Et du coup, on retrouve tous les problèmes de délit de marchandage, de délégation de personnel qui sont interdits dans notre pays. T'as des requalifications en salarié, et t'as pas envie d'avoir ça. Exactement. Et tout l'enjeu, c'est ça. Bien sûr. Donc, c'est les requalifications en salarié ou l'inspection du travail qui va te dire que tu fais de la délégation de personnel. Donc nous, on gère pas la carrière des consultants. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on anime une communauté. Ce qui est quelque chose de différent.
Alors on l'anime de plein de manières différentes. On leur propose une panel de services à nos consultants, services bancaires, services pour du coup avoir accès à des solutions de portage salarial, pour créer leur structure, pour gérer leur patrimoine, enfin des choses de cette nature. Et ensuite on essaye d'animer la communauté avec des choses qu'on peut mettre en place parce qu'on est à l'ère du digital, donc des newsletters, des meet-ups, des webinars, etc. Mais ce qu'il faut bien te dire, si tu veux, c'est que sur une communauté de 44 000 personnes, on en a en moyenne que 3 000 ou 4 000 qui sont disponibles à l'instant T. Tous les autres sont en mission. Et quand ils sont en mission, ils sont moins demandeurs de notre part, en fait, d'animation. Donc on se retrouve à animer une communauté qui reste à peu près à taille humaine. Et voilà. Et je pense que il y a vraiment un distinguo à faire entre le management et l'animation. Et nous, on manage pas leur carrière, mais on essaie de les animer au mieux. Voilà, du mieux qu'on peut. Oui, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que comme tu dis, vous êtes quelques gros acteurs à vous partager le marché. C'est aussi un marché sur lequel il y a pas mal d'entrants, si je me trompe pas, de plus en plus, parce que c'est un modèle qui marche bien. Et en fait, du coup, assez vite, t'as quand même besoin de créer une différenciation. Tu peux pas juste être un truc où, comme je te disais, une plateforme de dépôt de CV, et derrière tu reçois un mail, il y a un job. Quand j'ai commencé comme indépendant, je me suis mis sur certaines plateformes. Tu vois très très vite la différence, quoi. Alors je suis pas freelance IT, donc je suis pas venu chez toi, mais tu vois très vite la différence, quoi. Des fois tu reçois un vieux mail pour une mission qui a rien à voir, des fois t'as des gens qui t'appellent, qui te parlent de ce qu'ils font, etc. C'est très différent, quoi. Comment t'as créé cette différenciation là pour le hibou, pour justement être attractif vis-à-vis des freelances? Alors en fait il y a énormément de différences entre les plateformes. Alors, premier point quand même, c'est que primo accédant sur un marché en général a un avantage énorme. Donc nous on a eu la chance de démarrer quelques années avant les autres. Donc il s'est créé une trentaine de plateformes l'an dernier, mais mine de rien sur tous les gros appels d'offres du CAC 40, on est toujours 2-3 en phase finale parce qu'on a plus d'antériorité, plus de références, plus de consultants inscrits. Mais en fait, alors les plateformes ont des différences entre elles parce que d'abord elles fédèrent pas forcément exactement le même type de communauté. Et du coup, les gens peuvent se dire bon j'ai pas d'exclusivité avec le hibou, donc ils vont être inscrits sur une ou deux plateformes. Je refais le parallèle entre Airbnb et Abritel, mais après tu vas pas t'inscrire à l'infini sur des plateformes parce que sinon c'est un peu compliqué, à gérer. Et le deuxième point fondamental, c'est qu'en fait le hibou depuis le premier jour, c'est un modèle hybride. Et moi j'ai jamais cru au modèle 100% des intermédiaires. Je n'y ai jamais cru parce que venant des métiers du conseil, j'ai toujours pensé que nos clients ils nous aimaient bien parce que on discutait avec eux, parce qu'on les écoutait, parce qu'on les conseillait, et qu'une plateforme même avec le meilleur IA du monde aura du mal à le faire. Et en fait le hibou c'est un modèle où il y a de l'accompagnement hors plateforme. Donc dès qu'un client en fait nous dit qu'il a un intérêt pour un consultant qu'il a identifié ou alors parce qu'il nous transfère un lead, parce qu'il a un projet à gérer, il y a toujours un ingénieur d'affaires qui va lui passer un coup de fil. Et on a une équipe matching qui est assez importante, qui représente un gros tiers de l'effectif, qui est basé à l'étranger et qui s'occupe de qualifier les compétences des consultants toute la journée en visio. On leur fait des entretiens, on échange avec eux, on qualifie leurs compétences techniques, leurs soft skills. Donc tu vois, on est vraiment dans un modèle hybride, plateforme où on digitalise un certain nombre de tâches qui sont plutôt à faible valeur ajoutée, et un modèle hybride avec beaucoup d'humains pour justement entretenir la relation et avec nos clients et avec nos consultants. Justement, c'est intéressant ce que tu nous expliques, parce que du coup finalement je suis allé voir quelles étaient les valeurs du hibou, et l'une d'elles c'est justement l'accompagnement. Si je me trompe pas, avec la réactivité, la transparence et les résultats. Et au final du coup je comprenais pas forcément cette valeur d'accompagnement. J'étais là, oui c'est des consultants, ils sont accompagnants, ok je comprends. Et maintenant la manière dont tu me le racontes, ça me semble beaucoup plus évident en fait. Au final, c'est quelque chose qui est hyper important. Genre, tu balances pas un consultant tout seul chez un client. T'as vraiment ce rôle de lien et d'accompagner à la fois et ton client et ton consultant. Mais c'est intéressant ce que tu me dis, Vincent. Ça veut dire que c'est pas clair sur la plateforme et que il faut qu'on clarifie le message. Ça me paraissait presque évident, en fait, tu vois. Évidemment, t'es consultant, ton métier, c'est l'accompagnement, c'est au-delà d'une valeur, tu vois. Mais au final, je comprends comment tu l'incarnes et comment tu la vis, et ça me paraît beaucoup plus évident. Parce que d'abord les prestations coûtent cher. Quand tu t'engages sur un an, on parle quand même de entre 130 150 000 euros en moyenne. Donc ça, c'est pas un truc que t'achètes en ligne comme une paire de chaussures. Non, ça c'est clair.
Et puis, en fait, il y a beaucoup d'humains là-dedans. Donc, le consultant, il faut valider qu'il va pouvoir travailler à tel endroit, les temps de parcours, l'intérêt qu'il a pour la mission, etc., etc. Donc, il y a forcément beaucoup d'humains qui entrent en jeu. Et ça, c'est traité par des hommes et des femmes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à marketer. Tu vois, ta remarque le montre bien. D'expliquer qu'on est un modèle hybride. Alors, les grands comptes avec lesquels on travaille l'ont bien compris. Et nous ont identifié justement... comme ayant vraiment ce modèle qui est une force par rapport à d'autres plateformes qui ont un modèle beaucoup plus désintermédié et potentiellement plus scalable aussi, parce que plus tu désintermédies... bien sûr, complètement. Moins t'as besoin de gens. Voilà, c'est ça. Mais moi, je crois que... T'as pas envie d'être Deliveroo du consulting, quoi. Donc, non, c'est sûr. Nous, on restera une plateforme avec un modèle premium et du coup, il y aura toujours de l'accompagnement et du people derrière. Ok. Mais justement, du coup, ça nous amène sur un sujet qui est un peu plus large que ça. C'est tes valeurs en tant qu'entreprise, et qu'est-ce que ça change dans la manière dont tu fais du business. Tu vois, typiquement, dans ce que tu me dis, avec les valeurs que t'as, que j'ai bien compris ou pas, accompagnement ne change rien, ne tape pas tes équipes marketing pour moi, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Mais en fait, t'aurais pas pu faire du Deliveroo ou du consulting. Et donc du coup, à quel moment t'as senti le besoin de travailler toi sur ces valeurs, parce que pour toi, j'imagine qu'elles étaient claires, et que tu t'as quand même fait un travail de les formaliser, d'en faire quelque chose, de les diffuser, etc. Et justement, d'où ça t'est venu ce besoin, à quel moment? Alors, ce besoin, il m'est venu de différentes manières. D'abord, je constatais que on recrutait des gens chez le Hibou qui étaient d'univers très différents, ce qui en soi est très bien. Mais par contre, une fois qu'ils étaient intégrés, j'avais du mal à avoir une espèce de colonne vertébrale, tu vois, où tout le monde se réunissait autour de valeurs. Et en fait, je pense que j'avais pas compris l'importance des valeurs dans l'entreprise à ce moment-là, mais je voyais bien en tout cas que il y avait parfois des conflits, des difficultés humaines à gérer. Donc il y a eu ce premier constat. Après, je l'avoue, il y a eu un échange avec Patrick Vigneault qui a été génial. Il t'en remercie du coup. Tu vois, qui m'a fait prendre conscience de tout ce qu'on pouvait mettre en place autour de ça, sur la force de la culture d'entreprise, la force des valeurs. Et du coup, il y a un peu moins de 2 ans, en fait, on était en kick-off à l'île Maurice, en séminaire annuel, et donc en fait, j'ai proposé à tout le monde de plancher tous ensemble pendant une grosse demi-journée sur les valeurs. Et tout le monde a planché, on a essayé de regrouper tout ce qu'on trouvait. Et en fait, on est ressorti 4 valeurs que le staff s'est approprié à 200%, parce qu'ils se souviennent de pourquoi on les avait choisis. Et en fait, sincèrement, ça a tout changé dans la boîte. Mais vraiment, ça a tout changé dans la boîte, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est devenu quelque chose qui n'est, entre guillemets, pas négociable. T'es candidat chez le Hibou, t'as pas les valeurs, t'as beau être excellent, on se dit on va le laisser passer. Ça nous est arrivé il y a pas longtemps, un bon candidat qui était un super performeur, mais on s'est dit il a pas les valeurs et en fait on l'a laissé passer. Donc c'est vraiment devenu un truc qui est hyper important et qui nous permet aussi, tu vois, quand il y a de la micro-dérive, de se réaligner tous ensemble en se disant ok, qu'est-ce qui va pas? En général, quand tu identifies le problème, il y a toujours une des valeurs qui est sortie du carré. Et tu dis ouais, là-dessus ça merde. Et du coup, on se réunit, on en parle, et on arrive à se réaligner. Donc ça devient un peu comme un label, un peu comme, tu vois, je parlais de colonne vertébrale, un élément qui est devenu fondamental dans la boîte. C'est ton ADN. Ouais, c'est ça, ouais, exactement, ouais. Et ça nous aide énormément, en fait. C'est vraiment pas du marketing, les valeurs chez le Hibou. Bah écoute, oui, je vois ça, effectivement. Et alors du coup, si on s'arrête là-dessus 2 secondes, donc t'es à l'île Maurice, ils planchent toute une matinée. Ouais. Après, tu me dis que ça devient un cadre incroyable qui permet à chacun de se réguler et de rester dans le cadre de ce que c'est le Hibou, dans ton identité forte. Ouais. Juste pour qu'on comprenne bien, une fois que t'as terminé cet atelier et que t'as tes valeurs là, qu'est-ce que tu mets en place pour qu'elles restent pas juste des mots sur un papier? Alors, en fait, la première chose, c'est que dans les points de passage qu'on fait en équipe, hyper souvent, on se rappelle les valeurs. Tu vois, typiquement, le kick-off qu'on a fait là au mois de janvier, la moitié de ma présentation, elle était organisée autour des valeurs. Là, j'ai parlé pendant plus d'1 heure des valeurs. Tu vois, de plein de sujets différents, mais à la fin, en gros, ce que j'ai ressorti du truc, c'était de dire, on a passé la crise du Covid avec beaucoup de succès, sincèrement, même si ça a été dur, mais on a fait quand même une année de dingue, en pleine année du Covid. C'était exceptionnel. Et en fait, l'analyse que j'en ai tirée, c'est que c'était en grande partie
grâce aux valeurs, parce que bienveillance dans le management, on s'est soutenu dans l'adversité, on a été audacieux parce qu'on s'est remis en selle bien avant les autres, en se disant on redémarre, même si le marché a pas encore redémarré lui-même. Enfin, on a retrouvé la culture de la performance, on a retrouvé vraiment nos valeurs. Le quatrième, c'est l'innovation, on l'a retrouvé aussi, on a continué d'investir sur la plateforme. Et en fait, tu vois, c'est le fait de rappeler assez souvent que ces valeurs, elles conduisent finalement de manière inconsciente la façon dont on dirige l'entreprise, les décisions qu'on prend. Donc je pense qu'il y a ça. Et puis, comme je te le disais, dans le quotidien, moi j'aime bien le concept de la micro-dérive, tu vois, il y a un truc qui merde un peu, t'attends pas pendant 3 mois, tu prends le point, et en fait, les valeurs, elles t'aident à te réaligner avec ton interlocuteur sur comment on doit se comporter, comment on doit prendre une décision, etc. Ok. Ouais, je vois tout à fait. Et du coup, par exemple, si je rejoins le hibou demain, alors toi, tu te seras assuré que j'ai un fit global avec les valeurs. Ouais. Mais comment est-ce que je comprends ce que ça veut dire? Tu vois, en termes de comportement, est-ce que, enfin, en gros, tout simplement, est-ce que est-ce que t'as été jusque là dans la formalisation? C'est-à-dire, je sais pas, t'as des entreprises qui font un culture book, par exemple, tu vois, où t'as non seulement ce que sont les valeurs, mais comment elles sont vécues, comment elles sont incarnées, ce que ça veut dire comme comportement à la fois vis-à-vis des gens de ton entreprise, vis-à-vis de tes fournisseurs, vis-à-vis de tes clients, vis-à-vis des parties prenantes de ton board, etc. On va en parler après. Tu vois, et t'as toute cette réflexion sur en quoi on incarne nos valeurs dans nos comportements avec toutes les sphères d'entreprise. Ouais. C'est une bonne question, et je pense que on l'a pas décliné suffisamment en détail dans tous les domaines de l'entreprise. On l'a décliné dans un domaine en particulier qui est l'onboarding. Ok. Donc quand je rejoins complètement ma question du coup. Ouais, tu vois, quand quelqu'un nous rejoint, en fait, ces derniers mois, tous les gens qui nous ont rejoints m'ont dit vraiment, je suis très étonné pour une taille de cette boîte, de la qualité de l'onboarding, notamment au niveau des outils, de la montée en compétences. On a travaillé sur la création d'une académie, le hibou. Okay, quand super. les gens arrivent, en fait, voilà, ils rentrent dans un petit tunnel où ils vont se former, ils vont regarder des vidéos, ils vont regarder des tutos, et ils ont tout un chemin à parcourir dans Trello, tu vois, qui fait que au bout de 2-3 mois, ils arrivent au bout du chemin et a priori ils ont validé. Ah oui, 2-3 mois quand même. Ouais, c'est pas un truc qui se fait en 2 jours et après tu travailles, quoi. Non, parce que il y a notamment pour ceux qui connaissent pas bien l'univers de l'IT, toute la découverte de l'IT, et ça tu peux pas l'appréhender en 15 jours parce qu'en fait c'est extrêmement vaste, donc il faut y revenir, etc. Mais voilà, sur la partie onboarding, je pense qu'on a bien décliné ces valeurs justement. Super. Par contre, tu évoques des sujets que je trouve intéressants, les fournisseurs, les clients, etc. Même si on essaye tu vois, d'être vraiment impeccable justement sur le paiement de nos consultants. Sur tout ça, on a une conduite, je pense, qui est assez exemplaire. Pas parce que on est nous-mêmes exemplaires, mais simplement parce qu'on s'est dit on veut que la boîte elle incarne ces valeurs-là, et donc on met tout en œuvre pour que ce soit le cas. Et justement, en fait, tu vois, tu parles vis-à-vis des consultants, même dans le discours que tu vas avoir, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, tu vois, si t'es matchmaker dans l'équipe chez le hibou, je sais pas si chaque matchmaker a toujours les mêmes consultants ou pas, tu vois, mais typiquement, si chacun peut appeler des consultants, le même consultant avec un matchmaker différent, en fait, quand t'as des valeurs qui sont aussi vécues et aussi incarnées, logiquement, t'as un discours le hibou, une manière d'être le hibou, qui fait que ça va être cohérent, en fait. Exactement. Exactement. Et du coup, c'est hyper important. Ouais. En termes d'identité. Exactement. C'est-à-dire que t'as une partie qui peut être outillée. C'est quand on va appeler un consultant, on a tout l'historique des autres matchers qui ont déjà appelé ce consultant, etc. Bon, mais ça, c'est de l'outillage. Et après, il y a effectivement ce qui ressort de l'échange en lui-même. Et vraiment, à partir du moment où tout le monde s'inscrit dans le même état d'esprit et partage la même culture, en fait, tu dors sur tes 2 oreilles et tu sais que globalement, on passe les bons messages à notre écosystème. Ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Quand ça fait le chef, c'est pas mal. Je te confirme. Effectivement. Et toi-même, du coup, dans tu travailles sur tes valeurs. Alors déjà, à quel point tu dirais que c'est tes valeurs personnelles qui sont celles que tu as amenées au moment de monter le hibou, et à quel point c'est devenu quelque chose de plus global et de plus collectif avec lequel tu as dû toi aussi t'ajuster? Si tu veux, quand j'ai créé la boîte, dans les contrats de travail, j'ai mis des valeurs. Ok. C'était les miennes. D'accord, ouais, forcément, du coup. Mais tu vois, du coup, ça n'engageait que moi. Et justement, le fait qu'on ait fait ce travail collectif de construire les valeurs ensemble, d'une part, il y a plus d'appropriation.
Il y a sûrement aussi plus de plaisir après à les incarner. Bien sûr. Mais c'est la garantie qu'elles représentent ce que chacun a voulu dire le jour où on a travaillé dessus. Ok. Et toi, il y a aucun moment où tu te sens en décalage par rapport à ce que tu voulais au départ? Parce que ça peut arriver, tu sais, des entreprises où le dirigeant, alors justement, ça aide de formaliser les valeurs, mais t'as des entreprises où d'un seul coup tu te réveilles, on avait Antoine Lecomte de Cheers qui était sur ce podcast, qui me disait, moi je voulais plus y aller le matin, quoi. Parce que sa boîte lui avait échappé. Et, alors moi, pas du tout. Ça t'a jamais arrivé? Non. Pas du tout. Moi, je t'avoue que j'ai vraiment énormément de plaisir à diriger cette boîte aujourd'hui. Probablement, c'est toutes celles que j'ai créées, c'est celles que je préfère. Parce que d'abord, le modèle, c'est vraiment celui que j'avais envie de créer depuis longtemps. Ce modèle plateforme, marketplace, beaucoup de digital et beaucoup d'humains, beaucoup de services à côté. Mais en fait, moi, je suis devenu un peu le vieux schnock de la bande dans l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, je suis le plus âgé de loin. Je fais travailler beaucoup de jeunes qui ont entre 25 et 30. Bon, il y a quelques personnes, il y en a 3-4 qui ont 35. Mais malgré tout, j'ai souvent été habitué à être le plus jeune dans ma vie. Et là, je me retrouve de loin le plus vieux. Le vieux schnock. Tu peux pas toujours être le plus jeune, sinon à un certain âge, ça va être compliqué. C'est ça. Et en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir à me faire un peu vanner. Parce que gentiment je me retrouve à avoir une demi ou une génération de plus que les autres et en fait je trouve ça génial de voir toutes les initiatives qui sont portées par la nouvelle génération et tu vois, rien que dans l'utilisation des outils, les Slack, les Trello, tous ces outils sont top, sont très faciles à utiliser. Et en fait, moi, je prends beaucoup de plaisir. C'est vraiment, je trouve que c'est un vrai kiff de voir les choses qui se mettent en place que j'aurais jamais mises en place moi-même parce que c'était pas de ma génération. Mais après, en faisant un petit effort, en 2 secondes, t'as capté comment ça marche. Et je trouve que le mélange des deux est sympa. Et moi, ce que j'apporte, je pense, c'est justement l'expérience, le leadership, le management, etc. Et eux, ils apportent des outils, une autre façon de travailler. Et en fait, les deux se mélangent super bien. Et non, je me sens pas du tout en décalage. Super. Peut-être que ça arrivera un jour, tu vois, mais aujourd'hui, je trouve ça génial. Et puis il y a une forme de transmission à bosser avec des gens qui sont plus jeunes, que j'adore. Donc ça, c'est très sympa aussi. Et justement, sur ton leadership, alors, il y a une double question dans ma question. La première, du coup, c'est la 4e boîte que tu montes. Ouais. Donc, t'as quand même pu maturer et réfléchir, je pense, à ton leadership. Et la deuxième chose, c'est une fois que t'as des valeurs qui sont définies, qui sont jamais les mêmes entre chacune des 4 boîtes que t'as pu monter. Ouais. Au final, avec tout ça, comment est-ce que tu définis ton leadership et comment est-ce que tu l'as fait évoluer? C'est une bonne question et je trouve pas facile d'y répondre. Mais je pense qu'en fait le leadership, c'est comme le fait d'être chef d'entreprise, tu vois, c'est quelque chose qui s'affine avec le temps, qui se mature. L'expérience, c'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup dans le domaine. Quand t'es un jeune manager, bah, tu manques quand même cruellement d'expérience. Alors t'as des gens qui ont un leadership plus ou moins inné. Et je pense qu'on a tous à la base plus ou moins de leadership. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est avec l'expérience que tu gagnes en leadership. Et je pense que l'expérience couplée avec le fait de se nourrir de lectures, de podcasts, d'expériences pratiquées par les autres, etc., t'amène à avoir une réflexion sur justement qu'est-ce que c'est que le leadership. Tu comprends assez vite la différence entre être autoritaire et avoir de l'autorité. Enfin, et voilà. Et donc je pense que c'est un mélange des deux en fait. Le leadership, c'est un truc qui se façonne avec le temps. Et en même temps que tu peux continuer de travailler toute ta vie. Tu peux agir. Bah ouais, bien sûr. Ouais. Parce que c'est intéressant ce que tu disais sur la capacité de management innée. Bon, je te dis ça, je suis très jeune, donc je vais passer pour le parole de l'année, mais tu vois, les premières équipes que j'ai eues, en fait, je me suis fait la réflexion récemment, je trouve ça très facile de manager des gens, mais qui étaient comme moi. Et en fait, je les manageais en leur donnant le management que moi j'aurais voulu avoir. Ça marche très bien avec certaines personnes, ça marche beaucoup moins bien avec d'autres. Et en fait, je trouve que un challenge que t'as forcément quand tu crées une entreprise, c'est comment tu ajustes aussi ton style avec le style de la personne qui est en face, quoi. Et ça, pour le coup, ça me semble pas évident. C'est un truc que t'as vécu, toi, ou Oui, mais si tu veux, je pense que dans les rapports humains, quand t'es en one-to-one,
t'as toujours un ajustement à faire ou un alignement à faire, et voilà, comme tu t'harmonises en fait mutuellement dans la discussion. Ça c'est sûr. C'est un truc, tu vois, ça se voit même dans la gestuelle en fait, dans les entretiens, quand les gens commencent à être connectés, ils font la même gestuelle. C'est complètement inconscient. Après, pour revenir à un management collectif, à ton leadership, pour moi, y a pas de sujet. C'est-à-dire que quand t'es le boss. Ton leadership, c'est ton leadership. Alors après, s'il plaît à personne et que t'as un turnover de malade, faut te poser des questions. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que je crois que le patron d'une entreprise, il est là pour imposer son leadership. Et s'il est sûr de lui, globalement, il aura l'adhésion de ses équipes. Et tu vas pas modifier ton leadership en fonction de telle ou telle personne. Ou tu vois, je crois qu'en fait, ton leadership, c'est ton leadership, et tu gagnes quand même à être dans le vrai par rapport à ta propre personnalité. Et moi, je pourrais pas faire autrement. Par contre, ce qui est sûr, tu vois, par rapport à mes boîtes précédentes, c'est que je m'assume beaucoup mieux dans mon leadership que notamment dans la première boîte où je me suis retrouvé, je t'avoue, un peu dépassé par les événements, parce que tu te retrouves à 30-32 ans à gérer une boîte de 120 salariés. Il y a des moments où tu te demandes si justement, est-ce que t'es 100% légitime. Tu vois, ton leadership, il est pas encore affirmé à 100%. Et vice versa, aujourd'hui, j'ai vraiment aucun problème par rapport à ça, et je pense que ça, c'est l'expérience qui te montre que tant que t'es dans le vrai, en fait, ça se mature, quoi. Ça passe quelle que soit la population que t'as en face de toi, quoi. Ok, super. Alors du coup, je reviens sur cette phrase que t'as dit, quand t'es le boss, quand t'es chez l'entreprise. Ça me fait une magnifique transition pour parler d'un autre sujet qui me tient assez à cœur à discuter avec toi. C'est en fait, du coup, t'es le boss, mais t'as quand même un board. T'as quand même des investisseurs. Ouais. Et toi, du coup, t'as sorti une tribune dans French Web. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Donc là, tu viens de lever 1,8 million d'euros. Et t'as fait le choix de le faire sans fonds et en t'entourant d'amis. Est-ce que tu peux nous expliquer, d'ailleurs, d'amis, dont Antoine Lemarchand, je crois, de Nature et Découverte, qui est passé sur ce podcast très très tôt, dans le troisième épisode, je crois, voilà, donc tu pourras en discuter avec lui. Eh ben, on va le saluer au passage. Voilà, il est sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au moment où on se parle. Très sympa. Salut Antoine. Très très sympa. Et alors, mais du coup, pourquoi ce choix de pas faire entrer de fonds, et après on reviendra sur ce que ça fait d'avoir des amis à son board. Alors, en fait, le fait de pas avoir fait rentrer de fonds, c'est un choix très personnel. C'est d'abord la première raison. Je voulais surtout pas me mettre à dos les fonds d'investissement en disant ça. C'est que dans ma configuration, j'avais la possibilité de démarrer sans lever d'argent au départ, en mettant un peu de fonds propres dans la boîte. Et après, la façon dont gérer l'entreprise a finalement permis de nous retrouver dans la situation actuelle où maintenant on est rentable, on commence à gagner pas mal d'argent, etc. Donc la question du fonds se pose moins. Mais en fait, la raison pour laquelle j'ai constitué ce board assez vite, au bout de 2 ans, c'était parce que justement, je voulais un organe de conseil que je pouvais réunir. Et c'est marrant parce que tu vois, quand je les ai fait venir et quand je leur ai demandé de constituer le board, je leur ai expliqué que je leur ai fait écrire que le but justement de cette organisation, c'était de pouvoir bénéficier de leurs conseils et dans un cadre avec beaucoup de bienveillance. Et la bienveillance, c'est devenu une de nos 4 valeurs. Et en fait, le principe, c'est ça, c'est que d'une part, il y avait un côté non dilutif, puisque aujourd'hui, malgré la levée de fonds qu'on vient de faire, je détiens toujours 70% de la boîte. Donc par rapport à un fonds d'investissement, il y a quand même un premier objectif qui est de rester majoritaire et d'avoir le pouvoir de décision finale. Et dans le même temps, c'est d'avoir justement un conseil d'administration hyper bienveillant, hyper cool, parce que c'est des copains, mais je prends ça très au sérieux. Et bon, pour le moment, ils sont contents de voir la progression de l'entreprise, mais ça reste très professionnel malgré tout. Donc voilà, tu vois, en fait, c'est un mixte entre tout ça, je pense, entre la volonté de garder ma liberté en restant majoritaire, et après, voilà, je pense que c'est une bonne façon de fonctionner, mais quand t'as pas la possibilité, tu dois accélérer très vite. Lever des fonds, ça reste certainement une très bonne chose à faire. Parce que du coup, toi, tu combines, je pense que c'est assez rare, business model de plateforme, rentabilité, et tu lèves quand même des fonds. Parce qu'en général, les modèles de plateforme, ils sont surtout sur des trucs, on parlait de Deliveroo tout à l'heure, t'es perfusé à la levée de fonds. Ouais. Alors, parce que déjà, t'as un effet, il faut être le premier pour prendre le marché, ce que toi, t'as réussi à faire en arrivant juste avant. C'est pas mal. Mais surtout,
c'était très rarement rentable. Tu vois, on peut penser à Uber, qui est la plus grosse plateforme possible. Je suis même pas sûr qu'ils soient encore rentables maintenant. Donc, ils ont levé, je sais pas combien de millions d'euros. Ouais, milliards même. Ouais. Carrément. Ouais, mais ça, après, je pense que c'est vraiment des choix personnels. Tu vois, je pense que si on avait levé 10 ou 15 millions d'euros, on serait certainement plus gros. Mais on va quand même faire 25 millions d'euros de chiffre d'affaires au bout de 5 ans, c'est pas si mal. Ah bah non, oui, c'est pas mal. Mais peut-être qu'on ferait 40. En tout cas, je suis assez convaincu qu'on ferait pas beaucoup plus parce que à un moment donné, tu digères 2 steaks par jour, mais pas 15. Tu vois, donc je pense que on aurait été plus vite. Et après, c'est du coup, c'est plus le choix du dirigeant qui est derrière, en fait. C'est est-ce que je voulais aller plus vite et par contre avoir plus de risques, parce que faire rentrer un fonds, c'est que potentiellement tu peux te faire éjecter du jour au lendemain, tu perds de l'argent pendant longtemps, donc tu mesures aussi moins bien ta traction, t'es pas rentable, donc tu rentres dans un système qui est différent, mais à la fin qui peut super bien fonctionner, puisque en général pour les histoires qui se terminent bien, elles finissent par vendre un acquéreur qui va payer très cher pour une boîte qui a potentiellement jamais gagné d'argent. Mais voilà, moi c'était en fait c'était pas ma façon de voir l'histoire qu'on a développée, mais je pense que les deux choix sont vraiment respectables. Ah oui, respectables, bien sûr. Mais et du coup justement, toi tu fais le choix de t'entourer d'amis dans ton board qui mettent quand même de l'argent dans ta boîte. Enfin, tu vois, l'observateur peu avisé de l'extérieur pourrait dire tout va bien tant que ça se passe bien avec du business. Ouais. Quand ça commence à être plus difficile, est-ce que ça va pas venir tendre un peu les relations? Et en l'occurrence, t'as connu une période un peu difficile en 2019-2020, comme le monde entier, je pense. Enfin, même si t'as fait des bonnes années, etc., mais ça devait pas être prévu, quoi. Ou alors, vraiment, faut que tu m'apprennes comment tu fais pour prévoir ça. Je te confirme. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour, garder un board qui soit aligné, même dans une période hyper compliquée comme ça, où en plus t'as de l'affect et t'as de l'argent en jeu, quoi. Alors, en général, je pense que amitié et business font pas forcément bon ménage. Et je me serais jamais associé, par exemple, avec un ami proche ou avec quelqu'un de ma famille. Là, le board, c'est différent parce qu'il y a quand même une distance. On a des rapports finalement qui sont pas si fréquents que ça. Et c'est vrai que si tu veux, ça pourrait se produire, ce que tu évoques là. C'est-à-dire si la boîte venait à péricliter et qu'il venait à perdre de l'argent, ça pourrait tendre la relation. Maintenant, là, la récente levée qui a été réalisée se fait à un moment où l'entreprise a 5 ans, elle est rentable, on fait du chiffre d'affaires. Quoi qu'il arrive, ils perdront pas d'argent. Ils ont la certitude qu'ils perdront pas d'argent. Et la deuxième chose, c'est que si tu veux, ça va faire du coup bientôt 5 ans qui sont rentrés dans l'entreprise. Et en fait, je vais leur proposer une porte de sortie probablement dans 3 ans, où là pour le coup, il y aura peut-être une grosse levée de fonds qui sera effectuée pour accélérer à l'international, mais aussi pour permettre à tous ceux qui souhaitent de sortir, les investisseurs historiques, également tous les salariés qui ont eu des BSPCE, qui pourront les exercer à ce moment-là. Donc, en fait, j'ai fait ça en me disant, dans 3 ans maximum, tout le monde, je proposerai à tout le monde de sortir, tous ceux qui le souhaitent. Ce qui est sûr, c'est qu'ils auront fait quand même une belle plus-value, sauf à ce qu'on se casse complètement la gueule, mais il y a vraiment peu de chances que, par rapport à la première mise de fonds il y a 3 ans et à celle qui vient d'être faite, qu'ils se retrouvent dans une situation où ils perdraient de l'argent. Donc voilà, je l'ai fait avec la quasi-certitude que ça allait pas du coup entacher les relations personnelles que j'ai avec eux. Ok, je vois tout à fait. Et alors du coup, oui, effectivement c'était une autre de mes questions, parce que je vois très bien l'intérêt de t'entourer de gens de confiance, et pas forcément de gros fonds, etc., ou pas, ça dépend de qui t'es en face, tu vois, mais on connaît effectivement les histoires de gens qui se sont fait débarquer par des fonds de leur boîte, etc., pour les remplacer par un brand name, un dirigeant avec un brand name, quoi, qui était mec avec le fonds, etc. Ça risque pas trop de t'arriver avec des gens qui sont proches de toi. Par contre, effectivement, il y a une question de, je connais pas du tout les fortunes personnelles de tes investisseurs, mais il y a quand même un moment où ils vont peut-être plus pouvoir suivre, ils ont pas les poches assez profondes pour te suivre sur des montants colossaux, quoi. Bah, c'est pour ça que là, tu vois, en fait, c'était une levée assez particulière, parce que il y a que les actionnaires historiques à qui j'ai proposé, mais aussi entre guillemets autorisé de réinvestir dans la société. Dans 3 ans, si on fait une levée plus importante, et puis il y aura forcément un peu de cash out également, c'est certain que ça se fera avec un partenaire financier, mais on sera arrivé à un stade de l'entreprise où je sais pas, si on fait 50 ou 60 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 3 ans,
Moi, ce que je ferais, c'est que je reproposerais un plan à 5 ans, en disant on va chercher 100 ou 150 millions d'euros. L'entreprise doit se réorganiser. Et du coup, ça change de dimension, tu vois. Donc là, ça justifie de faire rentrer un fonds et de repenser l'entreprise différemment. Mais en tout cas, voilà, on sera arrivé au bout d'un cycle. Et tous ceux qui voudront sortir pourront le faire et les autres rentrer à ce moment-là. Et donc du coup justement les ambitions pour le hibou, c'est international? Oui, c'est international. Alors on a encore plein de choses à faire dans l'Hexagone. On est en train de se déployer en province. Là, on ouvre pas mal de bureaux. Bordeaux, Toulouse, Nantes, Lyon. Fais gaffe que tous les Parisiens vont vouloir aller dans les bureaux de province. Hein. Bah, il y en a déjà un ou deux qui sont partis, Bordeaux et Toulouse. Mais c'est bien, ça crée de la mobilité interne. Pareil avec l'île Maurice, tu vois, il y a des gens qui peuvent rentrer au bout de 2-3 ans à Maurice, puis qui vont se redéployer à Paris ou en province. Donc il y a déjà accompagné nos clients localement dans les régions. Et effectivement, ensuite il y a l'international, qui est un projet assez excitant et en même temps qui peut être casse-gueule. Donc j'écoute pas mal ce qu'on me dit, je rencontre pas mal de gens qui ont déjà vécu l'expérience de l'international pour éviter de tomber dans les mêmes écueils. Mais voilà, vraisemblablement, on devrait ouvrir 2 ou 3 pays l'année prochaine. Et je suis assez confiant sur le fait qu'on arrive à faire quelque chose de sympa à l'étranger. Alors du coup, ça m'amène sur une autre question, la question de l'international qui va être assez rapide, mais t'as déjà donc du coup des équipes à l'étranger, à l'île Maurice, c'est pas à côté. En même temps, t'as fait tout ce travail de définir une culture et des valeurs pour le hibou. Bon, ça souvent c'est facile quand t'es une vingtaine dans une pièce, quoi. Par contre, quand t'es même pas beaucoup, mais avec des milliers de kilomètres de distance, c'est pas évident de pas avoir des cultures qui se créent dans chacun des bureaux. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, toi, pour gérer ça? C'est quoi tes clés pour réussir à bien gérer des équipes qui sont extrêmement loin? À moins que t'ailles à l'île Maurice tous les matins et que tu reviennes tous les midis. Ben non, j'ai pas trouvé la solution encore. Et c'est une bonne question parce que c'est pas si facile que ça. Alors, déjà, nous, dans les équipes qui sont à Maurice, on a beaucoup de Français quand même. Hein. Okay. Beaucoup d'expats. C'est 2 tiers d'expats et 1 tiers de Mauriciens. Mais c'est une bonne question. L'étranger, ça apporte des contraintes déjà rien que au niveau du décalage horaire. Même 2 heures ou 3 heures avec Maurice, c'est déjà un vrai sujet quand même. Et puis après, effectivement, il y a la question de la culture, et donc c'est pas facile. Et je pense que la culture d'entreprise, en fait, c'est justement quelque chose qui va rassembler la culture, les valeurs, pour des gens qui sont de cultures différentes. Absolument. Et c'est un truc qu'ils arrivent à partager très bien. Je vois les Mauriciens, ils sont même très étonnés, en fait, de travailler dans une boîte dans laquelle on parle autant de culture, de valeurs, etc. Ils ont pas du tout été habitués à ça dans les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a un marché à évangéliser pour Bière Harmoniste à l'île Maurice. Ah, ça c'est sûr et certain. Ah, mais je suis très sérieux, il y a pas mal de boîtes françaises là-bas. Vraiment, c'est sûr et certain. On voit qu'ils ont pas réfléchi tellement à ça finalement. Donc c'est un gros avantage pour nous. Et qu'est-ce qu'on met en place? Ben alors le Covid a un peu aidé, hein, parce que le Covid avec le télétravail, la visio, que tu sois à des milliers de kilomètres ou que tu sois à l'autre bout de Paris, c'est pareil quoi. Bah ouais, c'est pareil. Et puis du coup, t'as appris à animer des équipes à distance. Bien sûr. On a inventé des trucs, on fait un brunch digital par exemple, où tout le monde se retrouve, il y a une personne qui va parler d'un sujet, et puis à l'issue de ça, t'as un random, tu vois, un tirage au sort, et on se retrouve à 2, à faire un café à 2 en one-to-one. Ok. Donc on a mis en place tout un tas de trucs plus ou moins rigolos qui permettent de garder le contact et d'asseoir cette culture avec des gens qui sont à l'étranger. Ok. Mais c'est pas facile pour autant. Non, c'est pas facile parce que tu vois, on parlait de ce cadre tout à l'heure où t'as des valeurs, il y a des comportements qui peuvent être un petit peu en dehors du cadre et tu t'autorégules. Ça, encore une fois, ça marche bien quand t'es au même endroit. Quand t'es très loin, le cadre, il peut avoir tendance à lui-même se déplacer un petit peu. Ouais. Et au moment où tu te retrouves, tu te rends compte que c'est plus forcément très aligné. Ouais. Alors, les gens ne voient pas, mais je fais des grands gestes avec mes mains, donc c'est plus clair en vrai. Mais voilà, et du coup, c'est comment est-ce que tu gères est-ce que tu gères ça? Après, il y a pas forcément de trucs et astuces, tu vois, mais pour t'assurer que cette culture reste bien la même en fait. Bah, je crois que le meilleur moyen de rester avec une culture qui est à peu près commune, c'est de rester en contact. En fait, c'est de rester connecté. Et c'est pas facile parce que justement, quand tu as des gens de cultures différentes, tu vas faire une blague. C'est un grand sujet, oui. Et chez nous, tout le monde va comprendre la blague. Et dans une culture différente, ça peut être vécu comme un affront. Donc,
tu vois, c'est un exemple pour illustrer le fait que les cultures différentes, c'est pas toujours facile à rassembler. Mais je crois que le temps aide à comprendre l'autre. Et le fait d'être connecté te permet justement, tu vois, de faire converger les cultures différentes autour d'une même culture. Mais je pense qu'il n'y a pas de recette magique pour autant. Ok, ça marche, effectivement. Écoute, merci pour ça. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Imagine-toi que je suis primo-entrepreneur, que j'ai envie de monter une boîte qui a une super croissance. Ouais. J'ai pas tes masses d'expérience. Ça va pas être dur à t'imaginer sur le plan entrepreneurial. C'est quoi le conseil que tu me donnerais? Écoute, je te dirais déjà de suivre ton intuition. Ça, c'est sûr et certain. Si t'as l'intuition qu'il y a un truc à faire dans un marché qui est pas forcément une idée de génie, hein, mais souvent c'est des choses finalement assez simples, mais t'as identifié un pain, comme disaient les Anglais, t'en parlais tout à l'heure. Suis ton intuition. En général, elle est bonne. Elle nous trompe quand même que très rarement. Et le deuxième conseil que je te donnerais, c'est surtout de bien t'entourer. Bien t'entourer, que ce soit associé, premier recrutement, fonds d'investissement, board. C'est vraiment, je pense, la clé du truc. Et puis le dernier conseil, c'est croire en toi. Parce que voilà, on en revient sur le côté un peu résilience et se relever face à l'adversité. Et pour ça, en fait, il faut avoir une espèce de petite boussole. Il faut croire en toi à 2000%, quoi. Et en fait, c'est comme ça que tu t'arrives à t'exprimer et te rends compte que parfois, avec étonnement, que tu arrives à faire des trucs de dingue. Trop bien. Et tu vois, c'est intéressant parce que dans ce que tu dis, j'entends un truc qui sous-tend un peu les trois trucs. Tu me dis si je me trompe, mais en fait, c'est qu'il faut être aligné. Si tu veux pouvoir suivre ton intuition, t'entourer de gens qui sont bons pour toi, et pas faire confiance au premier venu parce que, je sais pas, il est plus intimidant, il a plus de statut, ou je sais pas quoi. Et si tu veux pouvoir croire en toi, t'as intérêt d'être vachement aligné, savoir ce que tu veux, pourquoi tu le fais. Et au final, c'est ce mécanisme-là que tu vas répliquer dans ton entreprise, quoi. Ouais, c'est hyper vrai. C'est sûrement hyper vrai. Être aligné, probablement, c'est le bon résumé de tout ça, ouais. Ok. Génial, Christophe. J'ai pas d'enchaînement pour ça. Je pense que c'est un bon mot de la fin. Écoute, en tout cas, merci, Vincent. Un grand merci à toi. J'ai passé un super moment. C'était super sympa. Écoute, merci beaucoup et puis à bientôt. Ok, à bientôt. Ciao, ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez vous abonner et laisser une note et un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Mais surtout, vous pouvez partager cet épisode et l'envoyer à une personne à qui vous voulez du bien. Enfin, si cet épisode vous a fait réagir et que vous souhaitez discuter de votre culture et du développement de votre entreprise, vous pouvez tout simplement m'envoyer un mail à vincent@beharmonist.com. C'est vincent@b-harmonist.com. C'est simple et c'est sympa. À bientôt pour un nouvel épisode.